ça rassure. Ce deuxième épisode nous plonge dans l'histoire, le présent et le futur de l'assurance vie. Garance, documentariste déterminé, enquête et découvre à partir de faits historiques les fondamentaux de l'assurance. Une policière a organisé méticuleusement le meurtre de son petit ami et de 5 membres de sa famille pour empocher des indemnités d'assurance. Cette femme, originaire d'Afrique du Sud, a utilisé les services de tueur à gages, a-t-on appris vendredi, auprès d'un tribunal. Son petit ami, son cousin, sa sœur, sa nièce, son neveu et un autre membre de sa famille ont été tués entre 2012 et 2017. La quadragénaire a récupéré environ 80 000 € mais a été arrêtée avant d'avoir pu agir. 25 octobre 2021. Garance est chez elle. Henri, l'ami de ses parents, est venu lui rendre visite pour voir son dernier documentaire auquel il a indirectement participé. Garance est intrigué par cette affaire de meurtre sur fond d'arnaque à l'assurance vie. T'as entendu ça, Henri? Quelqu'un qui a fait assassiner les membres de sa famille pour toucher l'assurance vie. Je pensais que l'assurance vie, c'était de l'épargne. Oui, ça peut être de l'épargne, mais aussi de la prévoyance, ou bien les deux à la fois d'ailleurs. Quand il s'agit d'épargne, on parle d'assurance vie. Et quand il s'agit de prévoyance, on parle d'assurance décès. Il faut bien lire les contrats et surtout être bien conseillé. Oui, par toi, par exemple. Bah oui, par exemple. Tu te souviens, c'est quand même mon métier. Alors, quant aux faits divers, il n'a malheureusement rien d'original. C'est même pour cela que, dans le passé, l'assurance vie a longtemps été interdite, car jugée immorale. Et l'assurance vie existe depuis longtemps? Bah oui, depuis l'Antiquité, on a cherché à protéger la personne humaine. Tu pourras d'ailleurs te documenter sur le sujet. Bah oui, ça c'est un peu mon métier. Ah, au fait, tu devrais regarder ce vieux film américain des années 40 qui s'appelle « Assurance sur la mort ». Ah, j'ai pas vu. Mais autrement, si tu veux des infos, tu peux rappeler mon ami Patrick Arabert, qui est historien et que tu connais. Mais oui, je me souviens. T'as raison, je vais faire ça. Garance vient de raccompagner Henri et ne peut s'empêcher de faire des recherches. Elle découvre l'explication sur ce qu'est la rente viagère. Une somme d'argent versée chaque mois ou chaque trimestre à un bénéficiaire jusqu'à son décès. Elle repère ensuite un texte traitant de l'histoire des assurances sur la vie, datant de 1900. À Rome, des citoyens se faisaient constituer des rentes viagères, généralement par testament. On se servait de règles formulées par Ulpien, un jurisconsulte du IIe siècle, que l'on considère comme le premier document de table de mortalité. Bonjour monsieur, je suis Garance, je vous ai appelé récemment au sujet de l'incendie de Rome. Je m'intéresse aujourd'hui à l'histoire de l'assurance vie, mais j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. J'ai vu en faisant des recherches que l'on parle beaucoup de la ville de Gênes. L'assurance vie serait née dans cette ville italienne? J'ai lu les travaux de monsieur Bensa, rédigés à la fin du 19e siècle sur le sujet. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, en effet, dans un ouvrage sur l'histoire du contrat d'assurance au Moyen-Âge, qui à bien des égards demeure un ouvrage de référence, surtout par les sources qu'il a lues et dépouillées, Enrico Bensa évoque à la lecture donc d'actes notariés du XVe siècle, dans cette même ville de Gênes, l'assurance de femmes enceintes et notamment d'esclaves. Il s'agit là d'une espèce dérivée d'assurance sur la vie d'esclaves, qui s'y est développée et qui consistait, si l'on comprend bien les actes, pour un assuré à couvrir au profit d'un maître, le bénéficiaire de l'assurance, le fait qu'on ait pu mettre enceinte son esclave. La personne assurée, donc. Et cela parce que, il faut le comprendre ainsi, cet acte était susceptible de poursuites criminelles, selon les statuts de Gênes. Or, ces poursuites étaient généralement abandonnées en cours d'instruction en raison de la conclusion entre les parties de composition pécuniaire entre le maître de l'esclave et l'homme fautif. Par cette transaction, les parties s'entendaient donc sur le montant d'un forfait à payer au maître de l'esclave, la partie lésée en quelque sorte. Et donc le contrat d'assurance couvrant la grossesse et l'éventuel décès de la femme esclave consistait donc à assurer le paiement du forfait pour le cas où la conclusion d'une telle transaction serait devenue indispensable. Et d'ailleurs, à cet égard, on est assez proche d'une sorte aussi d'assurance de responsabilité. Et on assurait seulement les esclaves? Eh bien non, Enrico Bensa évoque à partir des mêmes sources une autre figure, alors la figure d'une assurance vie, portant sur des femmes libres, avec un ressort un peu différent. Il donne pour exemple un acte rédigé devant un notaire, toujours de la ville de Gênes donc, en date du 10 avril 1427, promettant à un époux, un certain Luca Gentile,
d'assurer la vie de son épouse contre les dangers liés à son accouchement. Alors ici, la convention d'assurance prend une forme originale par laquelle, ce qu'on lit dans l'acte, 4 particuliers s'engagent à payer à Luca Gentile, l'époux, contre la vente d'une certaine quantité de marchandises, eh bien, à lui payer une somme totale de 600 florins de Gênes dans un délai de 3 mois. Et quel était l'intérêt de cette forme d'assurance ? On s'est interrogé là-dessus. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est que, puisque les actes sont relativement nombreux, c'est que la communauté des marchands génois a envisagé d'assurer la vie des femmes, des épouses, parce qu'elle était associée à une certaine valeur pécuniaire au regard de la dot qu'elles avaient apportée, ces épouses, à l'occasion de leur mariage. La dot pouvait, et même en principe devait, être restituée à la famille de l'épouse, entraînant ainsi, pour l'époux, une perte patrimoniale. Et c'est donc sans doute contre cette éventualité fâcheuse que l'on cherchait à s'assurer. Merci beaucoup, Patrick. Eh bien, de rien, si j'ai pu vous être utile, n'hésitez pas si besoin. D'accord. Au fait, Patrick, vous avez une piste pour continuer mes recherches ? Eh bien, si j'étais vous, je regarderais les développements de l'assurance vie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il n'en faut pas plus à Garance pour foncer sur son ordinateur. Elle suit les conseils de Patrick et se replonge sur ces documents datant du début du XXe siècle. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'assurance vie était interdite. La passion des jeux et des paris devint si ardente, les gageurs sur la vie humaine se multiplièrent à un tel degré que les législateurs se virent dans la nécessité d'intervenir. On prohiba alors toutes ces spéculations sans distinction et on les prohiba naturellement sous le nom qui les désignait de gageurs ou assurance sur la vie. Garance a besoin de comprendre pourquoi l'assurance vie était confondue à cette époque avec les jeux de hasard. Elle cherche dans ses contacts qui pourraient l'aider à comprendre et tombe sur le téléphone de Charlotte qui l'avait aidé lors de ses précédentes investigations sur l'assurance incendie. Elle lui envoie un SMS. Bonjour Garance, je viens de voir votre message. Oui, super, vous êtes adorable. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Alors, c'est quoi votre sujet maintenant ? L'assurance vie, Charlotte. J'ai cru comprendre qu'à une époque, l'assurance vie était confondue avec les paris. Je me trompe ? Il y a en effet eu des pratiques italiennes et anglaises d'assurance vie qui ressemblaient à des paris. On pariait sur la date de décès du pape, de roi ou de reine. Bien sûr, on a songé à limiter ces pratiques. Surtout, l'assurance vie a été interdite dans la plupart des pays d'Europe à la suite d'une série d'assassinats liés au souci de bénéficier d'une assurance vie à Anvers en 1566. Ça a défrayé la chronique. Ça a surtout effrayé tout le monde. Mais en France, depuis le XVIIe siècle, il y a une faveur particulière pour les rentes viagères ainsi que pour les tontines, qui sont des procédés bancaires aléatoires et qui, grâce à des placements de longue durée des participants, permettent à l'État de contracter des prêts sur le très long terme. Ces pratiques se rationalisent même grâce au développement de la science mathématique, grâce à des mathématiciens comme Bernoulli, comme Pascal, qui perfectionnent les calculs statistiques ainsi que les tables de mortalité. Tout cela est plus rassurant, si bien que l'on a tendance à dépasser l'association entre assurance vie et simple pari. Mais alors, de quand datent les premières compagnies d'assurance ? On en trouve en Angleterre à partir de 1699. Il y a une certaine prudence quand même dans la création des premières sociétés, si bien que la première véritable compagnie anglaise n'est créée qu'en 1762, c'est l'Équitable. En France, la première compagnie est un peu plus tardive, c'est la Royal Vie qui est autorisée par le roi en 1788. On attend davantage en France parce que l'opinion publique, frappée par un récent scandale boursier, la banqueroute de l'eau en 1720, eh bien l'opinion publique suspecte que l'assurance vie ne soit l'occasion de spéculer. Et puis les craintes s'apaisent. Mais voilà, la révolution arrive, avec elle la crise financière des assignats et donc le retour des craintes liées à la spéculation. Forcément, l'assurance vie n'est plus au goût du jour dans ce contexte. Ce n'est qu'avec la Restauration que l'assurance sur la vie va s'implanter définitivement en France. Et il faut dire que les nobles immigrés en Angleterre, pendant la Révolution et l'Empire, ont rapporté l'expérience de l'assurance vie en France à leur retour au pouvoir. L'assurance vie pourra alors prendre son essor avec le soutien de l'État. D'ailleurs, il y a un détail intéressant. Le nom des compagnies anglaises est marqué par des valeurs caractéristiques des valeurs puritaines anglaises. Par exemple, l'Équitable.
alors que les compagnies françaises, la Royale ou bien plus tard l'Aigle, sont associées à l'État, sans le soutien duquel elles n'auraient pas pu exister. Donc le contrat d'assurance vie n'était plus jugé comme étant immoral. De manière récurrente, on voit bien ressurgir les débats sur sa licéité. Forcément, la loi n'a rien tranché. Et d'ailleurs, la controverse réapparaît avec la très célèbre affaire Couty de la Pommeraye en 1864. En l'occurrence, on a un médecin, Couty de la Pommeraye, qui a empoisonné sa maîtresse, qui était aussi sa patiente, pour bénéficier de capitaux qu'il a fait assurer sur sa tête. L'affaire est portée devant les juridictions criminelles. Dans son réquisitoire, le procureur général Dupin, en plus de dénoncer le crime, attire l'attention sur l'assurance vie qu'il considère être illicite. La Cour de cassation va contourner le problème sans mettre en cause la licéité de ce contrat. On en déduit donc que le contrat d'assurance vie en l'occurrence, devait être licite. Même si l'affaire a fait trembler ponctuellement le monde de l'assurance vie, dès lors que le juge a donné une solution qui n'a pas ensuite été contredite par le législateur, cela a mis fin à toute espèce de controverse en la matière. Et il faut dire que les assureurs sur la vie ont fait leurs preuves au cours du XIXe siècle. Notamment, ils ont parfaitement surmonté l'épidémie très meurtrière de choléra des années 1830, ce qui a grandement concouru au crédit qu'on lui accordait. D'ailleurs, les capitaux versés ne cessaient d'augmenter. Mieux, soutenue par l'empereur Napoléon III, l'assurance vie devait accompagner le développement de l'État-providence. Elle devait en effet permettre aux classes populaires d'épargner et de préparer leur retraite. Garance replonge dans ses recherches. Elle découvre un passage sur les tables de mortalité, élément indispensable pour que l'assurance vie devienne une discipline scientifique et non pas un simple pari comme l'a évoqué Charlotte Broussy. Elle lit qu'une table de mortalité est un tableau qui donne l'espérance de vie et la probabilité de décéder à chaque âge ou groupe d'âge d'une population donnée. Elle comprend que les tables de mortalité permettent de calculer la prime dans un contrat d'assurance décès et la rente dans un contrat d'assurance vie. Elle appelle un de ses contacts, Marine. J'appelle Marine Vigneron, docteur en droit. Bonjour Garance. Vous allez bien ? De quand datent les premières tables de mortalité ? Eh bien, la table de mortalité d'Ulpien est la plus ancienne dont on ait retrouvé la trace et elle date du IIe siècle après Jésus-Christ. Pour la mettre au point, Ulpien s'est basé sur les registres de perception des impôts payés à la naissance et au décès de chaque citoyen. Alors on emploie le terme de table de mortalité car Ulpien a dressé un tableau qui indique pour chaque âge le nombre de survivants. Ensuite, les premières tables de mortalité que l'on connaît sont publiées au XVIIe siècle et elles sont anglaises. Alors les historiens de l'assurance mentionnent la table de mortalité de John Grant, démographe londonien, qui est paru en 1676. Grant est un précurseur dans l'utilisation des données relatives à la mortalité, car pour établir sa table, il se sert de registres des baptêmes, des maladies et des enterrements de la ville de Londres. Mais c'est le scientifique Edmond Halley qui va publier la première table de mortalité qu'on qualifie de réellement empirique en 1693 et elle comporte un relevé des personnes décédées qui sont classées par âge à l'aide des registres mortuaires. Et en France, la première table de mortalité va être établie en 1746 par le mathématicien Antoine de Parcieux et elle est publiée dans son essai sur les probabilités de la vie humaine. L'assurance vie est née en Angleterre au XVIIIe siècle. Comment calculait-on les primes d'assurance à l'époque ? En effet, les premières compagnies d'assurance se sont formées à Londres. La première compagnie que l'on peut citer est la Society of Assurance for Widows and Orphans, fondée en 1700, et en 1705, on note la naissance de l'Amicable. À l'époque, étant donné que les fondateurs n'ont pas de données statistiques précises pour estimer le nombre de morts intervenus chaque année, les tarifs sont calculés sur des bases plutôt arbitraires et le fonctionnement des compagnies reste assez intuitif. Il nous faut surtout parler de l'Équitable, qui est la première société qui répond véritablement à la définition de l'assurance moderne. Alors pourquoi ? Parce que le paiement de la prime payée par l'assuré va être calculé en fonction de l'âge de l'assuré. L'Angleterre est donc le premier pays qui applique le calcul des statistiques et des probabilités au calcul de la prime d'assurance. L'Équitable va être fondé en 1762 par James Dodson, un mathématicien. Et pour la petite anecdote, il a décidé de fonder sa propre compagnie d'assurance car il avait été refusé par l'Amicable qui n'acceptait pas les personnes âgées de plus de 45 ans. Et la découverte essentielle de Dodson et qui va bouleverser le monde des assurances est celle du rôle de l'actuaire. Pour quelle raison ? Le rôle de l'actuaire est primordial au sein d'une compagnie d'assurance. Comme vous le savez, il est chargé d'appliquer les calculs de probabilité et de statistiques aux questions d'assurance et d'analyser l'impact du risque. Son travail permet de mettre au point une prime variable scientifiquement en fonction de l'âge de l'assuré,
en se basant sur les tables de mortalité. Il est très important que les calculs des actuaires soient justes pour assurer une bonne gestion des compagnies et la sécurité des assurés. En effet, les actuaires ont en charge l'ensemble des capitaux conservés par la compagnie pour garantir le paiement des fonds dus aux assurés. Alors quand l'actuariat est-il vraiment reconnu ? Eh bien, pendant longtemps, la seule compagnie faisant appel à des actuaires reste l'Équitable. Il faut noter que les données démographiques restent insuffisantes à l'époque pour établir des tables de mortalité vraiment fiables qui pourraient être utilisées par les compagnies. Encore une fois, l'Équitable va jouer un rôle important. Son actuaire, William Morgan, établit en 1834 une table de mortalité fondée sur l'observation des assurés de la compagnie depuis sa fondation jusqu'en 1829. Les assureurs anglais vont poursuivre leurs travaux et décider en 1848 de se rassembler au sein de l'Institute of Actuaries pour créer une table de mortalité spécialement conçue pour le calcul des primes d'assurance en cas de décès. En France, l'assurance n'est pas encore assez bien implantée pour donner lieu à de tels travaux. Plusieurs hommes vont tenter d'améliorer la situation des compagnies françaises en matière de données scientifiques. Tout d'abord, on peut citer Hippolyte Charlon, actuaire au sein de la compagnie La Confiance, qui met en place un cercle des actuaires. Après lui, Élie de Kertanguy publie une nouvelle table de mortalité fondée sur les données de la compagnie d'assurance générale. Il va ensuite présider un comité qui va travailler pendant 10 ans à l'élaboration de tables de rentiers français et des assurés français. En 1890, va être créé en France un nouveau institut des actuaires, comme celui de Londres, à l'initiative cette fois d'Hippolyte Maz. Il s'agissait de créer une véritable formation pour les actuaires qui se voient délivrer un diplôme à travers cet institut. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. J'ai compris beaucoup de choses sur l'assurance vie. L'assurance vie, c'est avant tout une protection de sa famille à qui on laisse un capital, ou bien cela permet de se constituer une retraite avec une rente viagère. Mais pourquoi parle-t-on partout d'épargne ? Garance a essayé de joindre Henri pour répondre à sa question. Henri lui envoie un message. Il n'est pas joignable, car en visio, dans son agence d'assurance. Il lui demande néanmoins de lui envoyer un message. Enquête assurance vie, je ne comprends pas pourquoi on parle toujours d'épargne. Merci de ton retour. Différence entre assurance vie et épargne. Waouh, il est au taquet Henri. Bon, qu'est-ce qu'il me dit ? Parce que depuis une quarantaine d'années, l'assurance vie est considérée comme un placement pour se constituer un capital. Mais appelle de ma part mon ami Marc-Thomas Marotel, il enseigne dans plusieurs universités parisiennes. Bise. Le lendemain matin, Garance synthétise ses recherches sur l'assurance vie. Elle a encore besoin d'informations pour bien comprendre. L'heure du rendez-vous fixé par Marc est arrivée. Elle appelle. Bonjour Marc, je ne vous dérange pas ? Bonjour Garance, non pas du tout, j'attendais votre appel. En revanche, j'ai cours dans 10 minutes. J'espère que ce sera suffisant. Oui, pas de problème, je vais faire vite. Un truc que je n'ai pas compris, l'assurance vie, c'est de l'épargne ou de la prévoyance ? Eh bien, en vérité, les deux. Historiquement, l'assurance vie a accompagné la révolution industrielle au XIXe siècle pour prendre en charge les accidents du travail. Elle est donc d'abord un instrument de prévoyance, de prise en charge des accidents de la vie. Puis son utilité sociale va se développer continuellement autour d'un socle constitué, grosso modo, du triptyque travail, retraite, décès. En revanche, l'utilisation de l'assurance vie comme contrat d'épargne financière a été très difficile, tout à la fois en raison d'un contexte économique défavorable à la constitution de rendements attractifs, à des règles de fonctionnement contraignantes, notamment une très faible disponibilité et des frais jugés excessifs et opaques. Mais dans le courant des années 80, 1980, la situation va être complètement chamboulée. Pour quelle raison ? Que s'est-il passé dans les années 80 ? Dans les années 80, nous assisterons également à une véritable révolution de l'offre contractuelle des assureurs. En synthèse, au cours de ces années, l'assurance vie va offrir aux épargnants des caractéristiques théoriquement inconciliables, une rentabilité élevée des fonds en euros, c'est-à-dire du rendement sans risque, une garantie illimitée des capitaux investis et une parfaite souplesse de fonctionnement. Justement, comment ça fonctionne l'assurance vie ? Eh bien, Garance, rappelons qu'aujourd'hui, dans l'assurance vie contemporaine, les versements peuvent prendre la forme de primes uniques, de versements programmés ou de versements libres. Les modalités d'alimentation du contrat sont donc extrêmement souples. Les modalités de récupération de l'épargne sont également on ne peut plus simples et divers, sous forme de retrait partiel, programmé ou exceptionnel à tout moment. Et la sortie peut être réalisée sous forme de capital ou de rente viagère. Quant aux frais, ils sont en constante réduction et font l'objet de toujours plus de transparence. Enfin, et surtout, les supports d'investissement éligibles au contrat d'assurance vie permettent désormais d'accéder à la plupart des actifs financiers du marché, bien au-delà du traditionnel fonds en euros,
grâce au contrat multisupport en unité de compte. Et c'est bien cela qui a permis à l'assurance vie de devenir le produit d'épargne préféré des Français, bien au-delà de son origine traditionnelle de contrat de prévoyance. Donc aujourd'hui, il y a 2 types de contrats. Tout à fait. L'assurance vie continue d'être un outil de prévoyance et ces contrats de prévoyance permettent de se protéger des conséquences dommageables des accidents de la vie. En contrepartie du paiement d'une prime, l'assureur versera une prestation si le risque se réalise. À défaut, les primes ne sont pas récupérées, elles sont le prix du service de garantie offert par l'assureur. C'est la vocation première de l'assurance vie, mais désormais, à côté de la prévoyance, il y a les contrats d'assurance vie de type épargne qui constituent aujourd'hui le principal instrument de gestion de l'épargne financière des Français en raison de la diversité de son offre financière que j'ai rappelée à l'instant et de ses attraits en matière de transmission et de fiscalité. Rappelons qu'aujourd'hui, l'assurance vie, c'est près de 1900 milliards d'euros sous gestion, ce qui est près de la moitié de l'épargne financière des ménages. Ainsi, vous voyez, Garance, aujourd'hui, l'assurance vie, c'est aussi bien de la prévoyance que de l'épargne, mais avec un fonctionnement très différent qui ne doit pas être confondu. Et les 2 solutions ne s'opposent pas, mais elles peuvent s'utiliser en complémentarité. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie, Garance. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Henri. Ça va, Garance? Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, super. J'ai presque tout compris sur l'assurance vie et la prévoyance. Donc, tu as compris que l'assurance vie, ça avait commencé entre les particuliers, au Moyen-Âge, pour assurer les femmes enceintes contre les risques de mourir en couche. Ça, c'est le premier point. Puis, tu as vu ensuite que les assureurs, ils sont apparus au XVIIIe siècle, en Angleterre, mais que, sur le plan scientifique, c'était pas vraiment constitué sur des bases très solides. Et puis, il a fallu attendre la création de la compagnie L'Equitable en 1762, c'est la fameuse compagnie que l'on connaît tous dans la profession, qui a été la première à faire appel à la science actuarielle. Et voilà, aujourd'hui, on peut assurer toutes les générations. Dis-moi, vous avez des jeunes parmi vos clients qui investissent sur l'assurance vie? Oui, bien sûr, d'ailleurs ça ne peut pas faire de mal. Plus on commence jeune et plus c'est intéressant pour se constituer un patrimoine. Passe me voir un jour, on en parlera tranquillement. Ouais, pourquoi pas. Il faut que je vende mon documentaire avant. Oui, bien sûr. Je t'appelais juste pour savoir si tu avais besoin d'autres infos. Non, merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, alors on se tient au courant. À très vite. Bye. À très vite. Au revoir Henri. Garance est documentariste. Elle ne peut s'empêcher d'aller au fond des choses. Elle veut apprendre et surtout décoder les enjeux de l'assurance vie. Garance lit à haute voix le mail qu'elle est en train d'écrire. Elle est concentrée car, désormais, ses recherches se focalisent sur le présent, l'avenir. Bonjour, je suis documentariste et je fais des recherches actuellement sur les assurances vie. J'ai compris les principaux mécanismes. J'ai vu que vous écriviez beaucoup sur le sujet de l'avenir de l'assurance et je me dis que l'assurance vie évolue ou doit évoluer. Avez-vous des idées à me communiquer? Merci d'avance. Garance regarde le film conseillé par Henri, Assurance sur la mort. 2 amants commettent le meurtre camouflé, par un plan infernal, en accident de chemin de fer. Faisant signer à son mari, à son insu, un contrat d'assurance, Phyllis a entrepris de se débarrasser de lui avec son amant. Les 2 amants espéraient avoir pensé à tout pour toucher beaucoup d'argent et filer le grand amour. Monsieur Norton, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au suicide. Mais je ne me suis pas arrêté à cette idée plus de 10 secondes. Vous auriez intérêt à étudier de temps à autre les statistiques des suicides. Tiens, il m'a encore envoyé un message vocal. Bonjour Garance, Bertrand à l'appareil. Écoutez, je suis joignable la semaine prochaine, là je suis très pris. Mais en attendant, je peux vous donner quelques petites infos. Donc sur l'assurance vie, bien sûr, vous le savez maintenant, l'assurance vie permet de répondre à plein d'objectifs patrimoniaux différents, placer son épargne, transmettre son patrimoine, protéger son conjoint ou encore se constituer un complément de retraite. Vous le savez, c'est le placement préféré des Français et un vrai outil de stratégie patrimoniale. L'assurance vie peut permettre à chacun de se constituer un capital, bien sûr, mais aussi une rente qui permet de bénéficier davantage de la fiscalité de l'assurance vie. Vous savez certainement que l'assurance vie a un rôle très important de ce qu'on appelle le recyclage de l'épargne, qui permet effectivement un soutien actif de l'économie. Juste un petit chiffre qui me vient comme ça, la collecte 2021 d'assurance vie a été de plus de 150 milliards d'euros. Et actuellement, l'assurance vie, qui est le mastodonte des placements financiers, a quelques 1800 milliards d'euros d'encours en France. Alors, l'assurance vie, elle a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les solutions d'assurance vie vertueuses. Vous savez, celles qui respectent les engagements climat pris en particulier à l'occasion de l'accord de Paris.
ces assurances-vie se développent et leur objectif, c'est d'aider les investisseurs à faire fructifier leur épargne, mais à travers des véhicules d'investissement durables, rentables et responsables. Une autre caractéristique importante est que l'assurance vie, elle se démocratise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants, les jeunes travailleurs, les cadres utilisent ces solutions d'assurance vie et elles s'adressent maintenant à un plus grand large spectre d'investisseurs et puis bien sûr, elles se digitalisent comme toute la vie de chaque activité. Un effort doit être fait sur la transparence de cette catégorie d'assurance, par exemple le tableau des frais à communiquer aux clients. Voilà, Garance, c'est quelques infos que je me propose de vous donner. J'espère avoir été utile à votre enquête. Je suis à votre disposition la semaine prochaine, comme vous voulez, si vous voulez creuser. Je vous dis à très bientôt, Garance. Au revoir. Garance est estomaquée du chemin qu'elle a parcouru. Elle se rappelle alors cette phrase d'Henri, cet agent général qui l'a bien conseillé et aidé dans ses recherches. Tu verras, Garance, l'assurance vie a plusieurs sens. Au départ, il s'agit de protéger ses proches contre le risque de mort. C'est ce qu'on appelle la prévoyance. Au fur et à mesure du temps, l'épargne a pris une place de plus en plus importante. Elle permet de se constituer un capital ou une rente. Ça assure, un podcast proposé par l'Assurance en Mouvement et AGA. Dans notre prochain épisode, découvrez l'assurance liée au vol.